voyez, c'est ce que vous êtes en train de faire une des horreurs que font les journalistes. Je n'ai jamais dit de ma vie que c'était une grippette, c'est une connerie. Ouais, c'est important de le souligner, vous voyez, c'est important de le souligner. Non, C'est mais pour ça que vous êtes là aujourd'hui également. une connerie qui passe son temps à être répétée par tous les journalistes. C'est même la raison pour laquelle je vous suggère de lire mon dernier livre, qui est un verbatim. Verbatim, ça veut dire mot à mot, tout ce que j'ai dit, et je n'ai jamais parlé de grippette de ma vie. Vous confondez avec Jean-Louis Debré, qui a parlé de grippette au moment de H1N1, et je disais déjà que grippette est un néologisme que je n'emploie jamais et qui ne veut rien dire. Et en pratique, cette maladie ne ressemble de près ni de loin à la grippe, et vous n'avez pas vu mon livre, parce que si vous l'aviez lu, la première page que je raconte à propos des coronavirus endémiques est de dire les coronavirus sont dangereux. Donc tout ça, c'est des bêtises de journalistes. Donc le masque, quand on parle avec quelqu'un qui est infecté, bien sûr, ça va de soi. Le passage des mains à l'alcool en permanence. Et si quelqu'un chez vous... Vous appelez ça vaccin, vous, Moderna. Oui, c'est un vaccin, oui. D'accord. C'est pas de la thérapie génique, non? Non, c'est un vaccin. On vous envoie de l'ARN et vous le transcrivez vous-même en une protéine et vous développez les anticorps contre cette protéine qui est une protéine qui n'est pas à vous. Autant les vaccins inactivés qu'on connaît ou ceux qui sont liés aux adénovirus qui ne sont pas réplicants, ceux-là, on a évalué les effets secondaires qui sont ni plus ni moins ceux des autres vaccins. Il ne s'est pas passé de choses trop extraordinaires, donc je ne vois pas trop le risque qu'il comporterait. Mais pour les sujets qui sont à risque de faire une maladie grave et à risque d'être contaminés, il est, pour moi, et dans l'état actuel des connaissances, clair que les bénéfices de la vaccination sont supérieurs aux risques. Mais à chaque fois qu'on a eu besoin d'immuniser contre H1N1, les vaccins ont toujours marché très bien. D'abord, cette première question des spectateurs. Pensez-vous que le virus, professeur, est réel ou artificiel, créé de toutes pièces, et que l'humanité est en train de changer de paradigme? Voilà, première question. Non, bien sûr, c'est un virus réel. Des coronavirus, il y en a des milliers. Et puis, de temps en temps, pour une raison ou pour une autre, ces virus sont susceptibles d'avoir non seulement d'infecter l'homme, ce qui est assez banal, hein, il y a beaucoup, c'est ce qu'on appelle les zoonoses, c'est-à-dire les virus des animaux qui se transmettent à l'homme, et puis de temps en temps, ça devient des maladies humaines, c'est-à-dire des maladies susceptibles de se transmettre d'homme à homme. Vous voyez, la grippe aviaire n'est pas devenue une maladie humaine, celle-là est une maladie humaine qui donne des épidémies. Donc vous n'êtes pas en ligne et vous n'êtes pas en phase avec le professeur Montagnier qui, lui, disait que c'était artificiel et que ça a été créé en laboratoire et que ça fuguait. Vous savez, à côté d'un laboratoire, c'est une chose dont on n'a pas parlé, toutes les densités animales majeures, hein, comme celle, bien sûr, des chauves-souris qui peuvent vivre à 1 million dans une cave, ou celle des visons, dans lequel vous pouvez avoir 1 million de visons dans un élevage, ça crée, c'est autre chose qu'un laboratoire. Hein. C'est quelque chose dans lequel vous pouvez avoir des virus qui circulent et qui évoluent à une vitesse folle, parce que le virus a d'autant plus de chances. Moi, personnellement, je suis à peu près convaincu que pour le personnel de soins qui a un risque 18 fois plus important que les autres de faire une rougeole et qui risque de contaminer leurs malades, il devrait y avoir un rappel de vaccination tous les 5 ans obligatoire, c'est mon point de vue. Parce que le vaccin est moins efficace que nous le croyons au départ, y compris contre le virus même. Après, moi, c'est la question que vous m'avez posée, la lutte contre les maladies contagieuses, c'est le vaccin. Donc je suis absolument convaincu que... Des changements de comportement, en particulier les tout-petits qui vont maintenant en crèche, devraient être vaccinés contre la grippe. C'est le vecteur de la grippe. Il y a plusieurs enfants qui meurent de la grippe par an dans ce pays. Il y a des centaines de milliers de cas. C'est des vrais problèmes de santé publique. Sanofi a publié une note aux professionnels de santé pour les mettre en garde contre l'utilisation du Plaquenil, donc qu'ils produisent de l'hydroxychloroquine contre le Covid-19. Donc il n'y a pas que les autorités sanitaires. Si même le producteur du médicament le dit. Oui, mais alors, ce que ça me fout, je ne comprends pas votre question. Okay. Bien sûr, il faut faire ce vaccin contre la rougeole. La question, c'est est-ce que la rougeole qui se développe actuellement est de la faute de gens qui sont devenus fous à cause de leur peur de l'autisme, ou est-ce qu'il y a des raisons plus complexes à ça?
Mais bien entendu, il n'est pas question de revenir sur le vaccin tel qu'il est disponible maintenant. Il faut faire le vaccin contre la rougeole, les ourillons et la rubéole, bien entendu. Les choses qui sont... La puissance de notre médecine est si colossale, si considérable, que quand les choses sont arrivées et qu'elles ont été analysées, notre capacité d'y répondre et de lutter d'une manière efficace contre est spectaculaire. Si vous voulez, moi je fais partie de cette génération. La réponse de la connaissance à une question est hallucinante, de rapidité et de vitesse. Vous preniez le SARS, il a fallu 3 mois identifier le virus, faire les modèles expérimentaux et commencer à préparer du vaccin. Enfin, c'est extraordinaire. Vous preniez le SARS, il a fallu 3 mois identifier le virus, faire les modèles expérimentaux et commencer à préparer du vaccin. Enfin, c'est... Et donc, au contraire, nous avons tout de suite été volontaires pour organiser la vaccination dans les HU. On a commencé ce matin à vacciner pour la première partie de la population qui vaccine. Donc je ne fais pas partie des gens qui sont anti-vaccins. Elle n'est pas obligatoire, point final. S'il y a des dangers, ce sera des dangers rares, parce qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui ont été testées et qu'il n'y a pas eu d'inconvénient majeur qui a été trouvé. Donc ça, je ne crois pas qu'il y aura des choses dangereuses. Moi, je ne vois pas trop les risques que courent les gens qui sont la cible la plus concernée, c'est-à-dire les sujets âgés, fragiles. Je ne vois pas le risque qu'ils courent, parce que c'est des populations qui ont été testées et qu'on a un peu de recul, quelques mois, pour voir que ça ne donne pas de choses catastrophiques. C'est lié au fait que, en France, eh bien, a été considéré que le vaccin contre l'hépatite B était susceptible de donner ou d'accélérer la sclérose en plaques. On est les seuls à dire ça au monde. Donc maintenant, avec le recul, on a dû prendre un peu de distance, parce que quand même, toutes les études qui ont été faites, jamais personne n'a confirmé ça. C'est resté quelque chose qui a été surmédiatisé. Le ministre de la Santé de l'époque a pris des décisions trop rapides qui ont jeté l'huile sur le feu. Donc tout le monde a dit ce truc est un truc terrible. Une des raisons pour lesquelles le vaccin est un énorme problème, c'est que c'est très compliqué le vaccin, parce que le vaccin, c'est... Et globalement, je vois les maladies pour lesquelles les gens sont les plus mobilisés, dans lesquelles il y a les associations les plus agressives ou les plus inquiètes. C'est les maladies inexpliquées, bien entendu les maladies neurologiques, c'est affreux, ça dure 20 ans, les gens sont diminués, c'est affreux, bien sûr, et dont on ne connaît pas l'explication. Et quand on ne connaît pas l'explication de ça, le lien qu'on fait, c'est toujours un lien temporel avec quelque chose qu'on a vécu comme étant agressif. Les choses qui sont agressives, qu'est-ce qu'on vous a fait? On vous a piqué, les vaccins, tout le monde a été vacciné. Moi, dans mon domaine, les piqûres de tiques, donc nous, on a beaucoup de gens qui ont des pathologies orphelines, des fatigues. Et bon, quand j'étais jeune, la sclérose en plaques, on ne disait pas que c'était la vaccination contre l'hépatite B, on disait que c'était les piqûres de tiques. C'est comme ça. Donc, si vous voulez, ces pathologies orphelines sont à la recherche d'une cause, si vous voulez, et donc ça s'enflamme très facilement, comme de la patouille, dès que vous avez une proposition de cette nature-là. Or, il se trouve que au moment de la vaccination d'hépatite B a été mise en place par Douste Blazy, il y avait un rattrapage, parce que la France avait beaucoup de retard sur la vaccination pour l'hépatite B. Dans l'espace d'un an, il s'est fait 40 millions d'injections. Donc, je ne sais pas si vous voyez, après 40 millions d'injections, il s'est passé pendant 40 millions de semaines, combien il a pu se passer d'événements. Et c'est colossal. Donc, si quelqu'un avait pensé que, par exemple, les accidents de la route étaient liés à la vaccination, vous auriez eu une série donc toute maladie assez fréquente, avec un événement agressif assez fréquent, ensemble, si vous commencez à faire un lien, pour vous, avant que vous ayez commencé à faire les statistiques, c'est évident. Donc le premier médecin qui voit une sclérose en plaques qui commence et qui dit « écoutez, ça n'a pas un lien, j'ai eu ma vaccination il y a 3 semaines », et puis il voit le deuxième la semaine d'après qui lui dit « écoutez, est-ce que ça n'a pas un lien, j'ai eu une vaccination à 15 jours », et pour lui les choses deviennent évidentes. Et si vous mettez ça devant un juge, et le juge qui s'occupe de ça, on le fait défiler 50 personnes qui ont une sclérose en plaques, qui racontent toute la même histoire, mais on ne lui fait pas passer devant 3500 scléroses en plaques qui n'ont pas été vaccinées et qui n'ont pas porté plainte, qui lui permettraient de faire des statistiques. Ça, c'est la différence entre la perception. Il n'y a que les perceptions, il n'y a que les statistiques qui peuvent répondre pour savoir s'il y a un lien. Votre impression à vous sur les choses de cette nature-là ne vous permet pas de trancher. Et les statistiques, elles ont été faites, il n'y en a qu'une manière de savoir est-ce qu'il y a plus de sclérose en plaques chez les gens vaccinés que chez les gens non vaccinés. La réponse est non, pas plus. Et ça, on sait ça depuis. Donc ça, c'est des bêtises. On ne peut pas imaginer quelqu'un qui travaille depuis 40 ans dans les maladies infectieuses dise « je suis contre la vaccination ». C'est idiot.
Donc en pratique, c'est vrai qu'on a beaucoup de problèmes avec des maladies dont on espérait bien, parce qu'elles sont un réservoir exclusivement humain, que par la vaccination, on les aurait fait disparaître pendant le XXe siècle, et on ne l'a pas fait parce qu'on ne convainc pas les gens. Parce que c'est devenu, plus que jamais, ça a toujours été, dès le XIXe siècle, c'était un peu un enjeu idéologique, une séparation idéologique, et maintenant c'est devenu vraiment un enjeu idéologique. Donc la question qui se pose pour le vaccin, ici comme d'habitude, et je vous le dis tout de suite, bien sûr, dès que une stratégie vaccinale sera mise en place, nous participerons ici à l'IHU à faire des vaccins, bien sûr. Il suffit de nous demander, on fait des vaccins pour toute une quantité de maladies, on fera pour ça là aussi. Après, vous êtes obligé d'avoir des substituts, donc vous faites des cultures cellulaires et vous rajoutez un adjuvant. En l'occurrence, l'adjuvant, l'expérience a montré, c'est quand même des bénéfices de ce truc, a eu aucune conséquence en soi, à part que ça fait mal. Ça fait mal quand on injecte ça, c'est dégueulasse. Mais enfin, en pratique, c'est du cholestérol, hein, c'est pas une chose extraordinaire. Après, les gens se sont montés la tête avec ce que c'était qu'un adjuvant, mais c'est jamais que du cholestérol, quand même, hein, qu'on injecte. Donc, ça rend le tissu, l'injection huileuse, mais c'est rien d'autre qu'on injecte. Mais l'idée qu'il allait... En réalité, ce qui a sauvé le plus de vies dans le monde ces dernières années est très, très, très politiquement incorrect. En pratique, ce sont les pesticides, c'est-à-dire les insecticides qu'on met sur les moustiquaires, qui ont sauvé plusieurs millions de personnes du paludisme, payés par le plus grand milliardaire, qui est Bill Gates. Vous voyez, c'est deux choses qui sont terriblement peu politiquement correctes. Et je peux vous dire, on a fait une étude ici, au moment de l'épidémie de grippe il y a 2 ans, dont vous vous souvenez, 3 ans. Eh bien, on a publié ça. Hein. Les gens décidaient de se vacciner dans le monde hospitalier, hein, en fonction de leur fonction hospitalière. Les médecins se vaccinaient. Les personnels paramédicaux ne se vaccinaient pas. Et alors, il y avait un point. Pourquoi ? Parce que la source d'information n'était pas les mêmes. La plupart des médecins avaient des sources d'information qui étaient eux-mêmes des médecins ou des journaux médicaux qui étaient tous pro-vaccination contre la grippe. Tandis que les personnels paramédicaux, et singulièrement les infirmières, alors que les infirmières avaient un taux de vaccination qui était supérieur à celle des médecins jusqu'à ce moment-là, 2009, les infirmières avaient une information qui était surtout basée sur Internet, qui était majoritairement, on a regardé les mots-clés et puis nombre de majoritairement à 90% contre la vaccination. Donc la source d'information primaire déterminait le choix, et puis d'autre part, c'était devenu un champ de politique, c'est-à-dire droite-gauche. Et donc les gens qui étaient plutôt de droite croyaient le gouvernement et avaient plutôt tendance à se faire le vaccin. Les gens qui étaient de gauche pensaient que c'était une manipulation liée à l'industrie, etc., que c'était pas vrai. Et donc ils étaient plutôt contre le vaccin. Actuellement, on a au moins 20% de variants de tous les mois. Donc on arrive très très bien à connaître les mouvements des variants. Et puis là, on espère arriver à 90% pour comprendre très très précisément. Mais vous voyez, on a déjà plus de 20 000. Et on voit que l'Indien est passé à la 3e place après après le Yucca, après le Marseille 4, que les autres ne reconnaissent toujours pas comme étant un variant, parce que la science est tempérée de beaucoup de politique, et que comme personne ne s'en était rendu compte à l'époque, personne ne se rend compte que c'était le variant qui a donné la plus grosse mortalité.